Bonjour à tous. L'idée, c'était donc de vous présenter et de regarder ensemble les résultats de notre recherche. Pour ça, en fait, on a collecté les données, comme vous le savez. Ces données, elles sont de bonne qualité, puisque finalement, on a eu beaucoup de gens à participer, et ça, c'est une super bonne chose. Et puis, depuis, en fait, depuis notre expérience il y a 2 semaines, on a saisi ces données en double saisie, du coup, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc, il y a deux personnes qui ont fait de manière indépendante l'enregistrement des données. On a comparé ça, enfin, c'est Constant qui a fait tout ça, et on a préparé ce qu'on appelle un plan d'analyse statistique, qu'on va regarder aujourd'hui avec vous, qui détaille en fait toute l'analyse statistique qu'on fait. Et on a préparé le code statistique, c'est-à-dire on a programmé notre logiciel pour nous donner les résultats de la recherche. Alors, pour programmer les résultats, en fait, on a utilisé les données qu'on avait, mais on n'a pas utilisé, en fait, le groupe, savoir, si c'était le groupe recette ou le groupe par recette, puisque finalement, Constant l'a fait sans le savoir, ce qu'on appelle en aveugle. Il n'était pas au courant, en fait, du groupe, et donc on a fait, le programme avec un faux groupe. Du coup, on a pris des gens qui n'étaient pas dans le bon groupe et on a fait un programme avec un faux groupe. Donc ce qu'on va commencer par faire, et c'est vraiment le plus important, c'est que je vais lui donner à Constant, en fait, l'information du groupe. Vous voyez, moi, j'avais mis ça, en fait, en ligne. J'avais fait ça le 22 décembre 2023 et j'ai enregistré ça dans un site qui s'appelle Open Science Framework. C'est un site internet qui permet aux chercheurs de faire leurs recherches et de le faire de manière ouverte. C'est pour faire de la science ouverte. Donc du coup, à partir du moment où j'ai cliqué sur le bouton «Rendre public», tout ce que j'avais mis dedans à cette date-là va devenir public et donc Constant va pouvoir y avoir accès pour pouvoir, finalement compléter son code et faire l'analyse statistique. Et donc, vous voyez, en fait, sur ce Open Science Framework, le 12, du coup, enfin, le 22 décembre, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait, en fait, moi, le tirage au sort avec un code statistique. Je peux vous montrer très rapidement si ça marche. Donc ça, c'est un programme statistique, en fait, qui nous permet d'avoir, finalement, le tirage au sort. Donc moi, j'ai fait ce tirage au sort sur mon ordinateur. Pour que ce tirage au sort, il soit reproductible, j'ai mis une, comment dire? Ce qu'on appelle une graine, c'est-à-dire un chiffre. Le chiffre si on le reprend, en fait, le tirage au sort redonne toujours la même chose. Par contre, si je lance plusieurs fois le tirage au sort sans lui donner le chiffre, et ben, à chaque fois, il sera différent. Mais pour que ce soit reproductible, du coup, j'ai mis un numéro, et pour que Constant puisse pas le deviner, j'ai mis un numéro, peut-être pas forcément au hasard, mais je pense qu'il aurait jamais deviné. C'était la date de notre événement, du coup, Meringue. Donc, c'était le 13/01/2024. Donc, grâce à ça, du coup, vous pouvez reproduire totalement notre tirage au sort et retrouver exactement le tirage au sort que j'avais fait. Donc j'avais fait ce tirage au sort, ça m'avait donné 2 fichiers. Le fichier, en fait, de la liste des meringues. Donc, après tirage au sort, on avait fait une liste de meringues. Donc vous voyez, le sujet 1, du coup, il aura, la recette classique, le sujet 2, la recette améliorée, sujet 3, la recette classique. C'est une randomisation qu'on a fait ce qu'on appelle par bloc, donc là, c'est un petit peu technique, mais ça veut dire que là, en gros, pour ce bloc de 6 patients, tous les 6 patients, en fait, on avait, 3 de classique, 3 de amélioré. Donc ça, c'était le fichier de randomisation et c'est avec ça que j'ai fait les enveloppes que vous avez eues dans vos boîtes pour ceux qui ont participé. Et donc, tout ça, en fait, Constant n'était pas au courant du tout quand il a programmé et il va l'être aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire là tout de suite, c'est de finalement, de lever l'aveugle et donc je vais faire ça tout de suite en appuyant sur le bouton «Make public». Donc à partir de ce moment-là, je confirme que je veux que ça devienne public. Ça devient public et même, du coup, Constant va pouvoir y accéder, mais vous aussi, vous pouvez y accéder si vous avez, du coup, ce lien que je vais vous mettre, dans le webinaire. Mais bon, c'est peut-être pas important. Après, là, surtout, ce qui est important, c'est que maintenant que c'est public, il faut que Constant, tu nous dises si toi, tu y accèdes et si tu Ouais, y c'est bon, accèdes, j'y ai accès. tu y accèdes, très bien. Et donc du coup, en fait, je vous le mets à tous, comme ça vous avez tous accès, vous aussi, si vous voulez, à ce lien et donc vous pouvez arriver à notre fichier avec, notre variable, ce qu'on appelle tirage au sort, randomisation et grâce à ça, vous allez pouvoir, enfin nous, on va pouvoir en fait recoller, et faire l'analyse et avoir les résultats finaux tout à l'heure. Donc le temps que, en fait, maintenant je dois vous occuper, parce que le temps que, Constant, en fait, il utilise le logiciel de stats pour, coller la variable, tirage au sort avec la base de statistiques qu'on a rentrée en double saisie et du coup, il va falloir que je vous occupe un peu, qu'il est temps de faire tout ça. Donc je vais vous occuper en vous racontant, du coup, l'histoire de notre étude.
Donc on n'a pas de conflit d'intérêt particulier. C'est ce qu'on doit toujours déclarer, hein, quand on parle, nous, entre autres, généralement du médicament. Bon là, on parle pas du médicament, mais on doit le déclarer. Si ce n'est qu'on est financé par un projet européen, Constant et moi, et qu'on fait ça dans le cadre de ce projet européen. Je vous donne le contexte. Le contexte, c'est qu'il y a de plus en plus de scientifiques qui disent qu'on a du mal à reproduire les résultats scientifiques, pour plein de raisons. Mais je pense que vous avez tous témoins pendant la crise Covid, qu'il y a eu des scientifiques qui ont présenté des résultats comme étant, acquis, comme étant des vérités scientifiques, alors que ça ne l'était pas. C'était des résultats de recherche et bien souvent des recherches qui étaient biaisées et qu'on n'arrivait pas à reproduire. Et en fait, ce problème, il n'est pas lié à la crise Covid, en fait, il a toujours été là dans la science et depuis, quelques années, on en parle de plus en plus. Et donc vous voyez là, je vous ai mis un article, en tout cas une figure qui est issue d'un article de la revue Nature, qui a interviewé les scientifiques en leur demandant: «Est-ce que pour eux, il y a une crise de la reproductibilité? Est-ce que pour eux, c'est difficile de reproduire les résultats de la recherche?» Et en fait, il y a 52 qui pensent qu'il y a une vraie, vraie grosse crise de la reproductivité, qu'on a vraiment du mal à reproduire certains résultats. 38 qui pensent qu'il y a une petite crise. Donc une petite crise, c'est comme si c'était une crise, mais en tout petit. Mais en fait, vous voyez, en rouge, bah, finalement, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a des problèmes de reproductivité. Et l'article de Nature dit qu'en gros, la reproductivité, c'est comme se brosser les dents. En fait, c'est des habitudes à acquérir et en fait, avoir une pratique de science reproductible, bah, du coup, il faut acquérir les habitudes. Bref, comment on bah, en fait, c'est souvent technique comme sujet, donc c'est difficile d'en parler avec le public. Donc pour en pu parler avec le public, bah, le plus large possible, nous, on s'est dit: «On va faire, une expérience et on va prendre une expérience très simple». L'expérience qu'on voulait faire, c'était les sapins de Noël à la meringue. Donc vous voyez, en fait, vous faites ça, vous faites une recherche sur internet, tac, 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 vous trouvez les sapins de Noël à la meringue. Nous, on avait choisi une recette, c'était la recette de Petit Chef. Comment on avait fait? Bah, on avait choisi une recette, avec, bah, du coup, un bon indice, et souvent les scientifiques font comme ça. Quand ils cherchent des expériences, qui pourraient les intéresser, ils vont regarder dans des journaux qui sont prestigieux et cetera. Donc, Petit Chef, en fait, et cette recette en particulier avait un bon score, donc, on a pris cette recette. Et donc quand vous voyez la recette, bah, vous voyez d'abord la photo de ce à quoi ça doit ressembler. C'est les sapins à la meringue, donc c'est sympa, à la fin de votre repas de fête, accompagner le thé et le café, c'est mignon, c'est gourmand, c'est des petites meringues en forme de sapin. Donc voilà, ça donne envie de le faire et c'est typiquement ce qu'on peut faire, quand on réplique une recette, quand on fait finalement chez soi, une expérience puisque à la fois, faire une recette, c'est comme une expérience scientifique. Il faut suivre une méthode. Et donc la méthode, bah, c'est cette recette de cuisine-là que je vous montre. Donc battre les œufs, bon vous l'avez, pour ceux qui ont fait la recette, vous l'avez tous plus ou moins vu. Et en fait, quand on fait cette recette, qu'est-ce qui se passe? Bah, à chaque étape, hein, vous voyez que les étapes sont décrites, mais à chaque étape en fait, du coup, bah, en fait, on a des manières de faire différentes. Donc pour toutes ces étapes, on parle de reproductibilité des méthodes. Voilà, en gros, le site de Petit Chef nous écrit la méthode de telle sorte que nous, on est capable, chez nous, de reproduire ce qui est écrit. C'est la reproductivité des méthodes et c'est super important en sciences parce que quand on écrit, nous, nos articles scientifiques, eh ben, on décrit et on détaille bien les méthodes. On parle de reproductibilité des méthodes. Mais comme je vous disais, en fait, à chaque étape, bah, du coup, il y a des manières un peu différentes de faire. Par exemple, pour battre les blancs en neige, bah, du coup, vous pouvez utiliser des batteurs différents, des fouets différents, pour, du coup, battre les œufs en neige, vous pouvez, battre les œufs plus ou moins longtemps et donc du coup, avoir des résultats plus ou moins bons et c'est pas facile forcément de faire monter les œufs en neige. Vous pouvez utiliser des sucres différents, du sucre bio, du sucre de canne, du sucre de tout ce que vous voulez, des œufs différents, les œufs bio, les œufs plein air, voilà et puis vous pouvez faire vous-même, au moment de faire les sapins, en fait, des sapins de tailles différentes. Bref, rien que ça, en fait, ça fait des tonnes et des tonnes de possibilités différentes pour faire la recette. Nous, là, rien que sur ces exemples, on a 48 possibilités différentes. Bref, on en prend une de ces possibilités-là, on fait la recette et voilà ce qu'on obtient. Donc ça, moi, c'est ce que j'avais obtenu la toute première fois et c'est là qu'on s'est dit: «Bah, dis donc, ça vaut le coup d'essayer de faire une étude sur la reproductibilité» parce que franchement, le résultat de Petit Chef, il est pas tellement reproductible. Et là, on parle quand on observe des résultats comme ça, on parle de la reproductibilité des résultats. C'est-à-dire que en prenant la même méthode, on arrive au même résultat, la reproductivité des résultats. Et puis il y a une dernière dimension, pour nous les scientifiques, c'est pas simplement d'avoir un résultat qu'on observe. Vous allez voir ce soir qu'on va observer des résultats, mais c'est surtout en fait que ces résultats nous amènent à une conclusion. Et la conclusion là des sapins de Noël, c'est que ceux-là, bah, du coup, en plus, bon, ils étaient pas très bons et donc du coup, ils finissent à la poubelle.
c'est la reproductivité des conclusions. Ils finissent à la poubelle, vous les verrez pas et en science, c'est parfois comme ça. Quand les expériences sont pas bonnes, on a tendance à pas les montrer, alors qu'en fait, il faut aussi montrer des résultats qui sont pas bons, parce que c'est comme ça qu'on avance. Et d'ailleurs, ce soir, si nos résultats sont négatifs, c'est-à-dire si on n'arrive pas à montrer de différence là où on a une hypothèse, et ben, ce sera pas forcément grave, puisque du coup, ces résultats négatifs peuvent quand même faire progresser la science. Et c'est vrai qu'en science, trop souvent, en fait, quand un résultat nous plaît pas, on le montre pas. On montre plutôt le résultat qui nous plaît. Donc là, moi, je vous montre ma bûche de Noël. Celle-là, elle est super belle, elle est nickel. Et en plus, ce qu'on fait généralement en science, comme on veut pas, en fait, que les collègues fassent mieux que nous, eh ben, on leur détaille pas très bien notre méthode. Donc, je vous dirai pas comment j'ai fait cette bûche. Un peu comme votre grand-mère qui garde ses recettes, parfois, secrètes. Et même si ça vous désole, eh ben, c'est comme ça. C'est des secrets. Et les scientifiques ont un peu les mêmes problèmes. Et donc la reproductivité, c'est comme se brosser les dents, c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir respecter, le raisonnement scientifique et la démarche scientifique qui est toute simple. Elle commence par générer une hypothèse. Une fois qu'on a une belle hypothèse, une belle question de recherche, on conçoit une étude. Une fois qu'on a conçu notre étude, en fait, on réalise l'étude, on collecte les données. Ensuite, on analyse nos données, on interprète les résultats et surtout, quel que soit le résultat, et bah, du coup, on le communique aux autres pour qu'ils soient en fait, finalement, capables de, finalement, de poser leurs nouvelles questions de recherche et puis de progresser et puis d'avancer. Donc ça, c'est vraiment la démarche scientifique, la démarche hypothético-déductive et finalement, vous allez voir que c'est celle qu'on a utilisée, nous, pour faire notre expérience. Donc c'est le plan, en fait, qu'on va utiliser ce soir pour vous présenter nos résultats. D'abord, notre hypothèse. Qu'est-ce que c'était notre hypothèse? En fait, c'était la suivante. On s'est dit que si on améliorait la méthode, donc en l'occurrence, si on améliore la recette de cuisine, alors on va augmenter la reproductibilité des résultats, c'est-à-dire que les résultats en fait de toutes les personnes qui vont faire des meringues seront beaucoup plus proches de ce qu'on voulait. Donc c'est beau, c'est bon, ça se mange bien. Et donc ça va définir nos critères de jugement qu'on va utiliser dans notre étude. Et puis, on s'est dit que ça allait augmenter, la reproductivité des conclusions, c'est-à-dire c'est vendu. C'est-à-dire les personnes qui passent dans les champs libres, puisqu'on a fait une grande vente dans les champs libres, bah, vont choisir les meringues qui seraient les plus belles, probablement les plus reproduites, en tout cas les plus appétissantes. Donc c'est ce qu'on voulait. Donc pour mesurer ça, en fait, pour mesurer c'est beau, c'est bon, on a un jury qui regardait les meringues et qui donnait une note, qui goûtait les meringues et qui donnait une note, et pour voir si c'était vendu, on a fait une grande vente. Comment on a amélioré notre recette de cuisine? Bah, pour ça, en fait, on a utilisé, la recette de base, celle de Petit Chef. Donc là, vous voyez la recette de Petit Chef et puis on l'a améliorée avec ce qu'on appelle une guideline de reporting. Une guideline de reporting, c'est des lignes directrices qui aident les scientifiques, en fait, à bien écrire leurs expériences et à bien détailler. Donc vous voyez la recette de base, beh, sur la gauche là et la recette, en fait, qu'on a améliorée grâce à la guideline de reporting sur la droite et on avait mis une petite vidéo, en fait, pour avoir un peu plus, finalement d'informations. Donc bien sûr, la guideline de reporting, nous, en tant que scientifiques, on n'était pas tellement capables d'améliorer la recette. Donc pour ce faire, en fait, on est allé voir un boulanger, et un pâtissier surtout, le pâtissier, de la maison Laurent à Rennes, qui a accepté de participer à l'expérience, donc qui a aidé pour faire la petite vidéo. Donc ceux qui étaient dans le groupe recettes améliorées ont eu la petite vidéo, ont eu la vidéo du boulanger et puis ont eu en fait le la recette améliorée que le pâtissier là, donc que vous voyez sur la vidéo, a bien accepté en fait d'améliorer, avec nous. Voilà. Donc on s'est dit que cette recette améliorée donnerait des meilleurs résultats. Maintenant, ça c'était notre hypothèse, il va falloir qu'on essaye de le prouver, qu'on arrive à le démontrer. Et donc pour ça, on a dû concevoir une étude. Et concevoir une étude, c'est super sérieux. Il faut des données préliminaires et c'est ce qu'on a commencé par faire. Donc on s'est réunis dans notre laboratoire, on a fait en fait 3 personnes ont fait des meringues à petite échelle, hein, c'était finalement pas une grande étude là, c'était simplement 3 personnes qui ont fait des meringues. Donc là, vous avez la photo de nos meringues et on les avait mis pareil sur notre table et on les avait testés, on les avait goûtés pour nous donner une idée en fait, des valeurs moyennes des meringues auxquelles on s'attendrait à avoir dans notre étude. Donc, grâce à ça, en fait, on a pu faire, ce qu'on appelle un calcul du nombre de sujets nécessaires et là, vous voyez, en fait, déjà des statistiques sur nos meringues. Donc là, il y avait 3 personnes, donc bah, Constant qui est là, il y avait moi et puis, ici, c'était Laura, une collègue, de l'équipe qui avait fait des meringues et ce qu'on peut voir déjà, en fait, c'est que là, les meringues de Constant et de Laura, bah, du coup, elles étaient très proches en termes de notes
sachant que Laura avait quand même des notes un petit peu meilleures que Constant et que mes meringues, bah, elles étaient vraiment, plus moches que les autres et du coup, j'avais eu des mauvaises notes. Donc ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, il y a pas beaucoup de variabilité pour une même personne qui fait des meringues, donc toutes les meringues d'une même personne se ressemblent et qu'il y a un petit peu plus de variabilité entre les personnes. Vous voyez que quand il y a des personnes qui se plantent complètement et en l'occurrence, là, moi, je me suis planté complètement. Tout ça, ça nous a permis d'avoir une idée de ce à quoi on allait s'attendre dans notre étude et de faire des hypothèses. Ça nous a permis de faire ce qu'on fait en recherche clinique avec les êtres humains, de calculer le nombre de sujets qu'il faut dans notre étude pour pouvoir conclure. Donc on a fait tout ça et on a défini notre étude. Donc notre étude, ce serait une étude qu'on appelle randomisée, donc c'est-à-dire avec un tirage au sort. On a tiré au sort, en fait, les gens qui auraient la recette classique et les gens qui auraient la recette détaillée. On a calculé le nombre de gens qu'il fallait. On a calculé qu'il fallait 30 personnes qui fassent environ 15 meringues, en fait, par groupe, pour être en mesure de conclure, de manière assez robuste et avec suffisamment de confiance dans nos résultats. Et donc, bah, l'enjeu maintenant, c'était de faire cette étude. On a écrit un protocole. Ce protocole, on l'a mis en ligne sur Open Science Framework sous le nom de Reprotri. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur ce site Open Science Framework, OSF Home, vous tapez Reprotri et vous trouverez le protocole qu'on a mis en ligne. Le protocole, il sera accessible là. Et vous avez vu, on a fait une demande de comité d'éthique parce que toute recherche scientifique, bon, généralement qui implique les personnes humaines, et là, les cuisiniers sont des personnes humaines, bah, nécessite quand même qu'on demande l'avis d'un comité éthique, ce qu'on, bien sûr, on a fait. Et donc, vous pourrez accéder à tout ça. Si on l'a enregistré a priori, c'est aussi en fait pour montrer au public que, beh, on va pas changer, notre, méthode en cours de route et que si on teste notre hypothèse, on est très honnête et on la teste conformément au protocole qu'on a écrit. Donc vous voyez, on a géré notre hypothèse, on a conçu notre étude, on a écrit le protocole, il reste plus qu'à la réaliser et là, c'était, l'aspect un peu délicat et difficile et donc on remercie encore une fois beaucoup, tous les gens qui ont accepté de participer. Donc, pour ça, en fait, on a demandé, l'aide de l'association, du tutorat rennais et c'est une association étudiante, en fait, avec des étudiants qui sont, vraiment, excellents et qui sont là pour, aider les autres étudiants en 1re année et c'est vrai que quand on leur a demandé de participer à cette étude et de motiver, leurs collègues, bah, en fait, ils ont été tout de suite partants et tout de suite très sympas. Donc on les remercie beaucoup. Heu, on a fait un pilote, c'est-à-dire qu'on s'est testé, notamment donc on a été, c'est Constant qui y allait en fait avec nos collègues européens de Osiris, à Liège, en Belgique, pour essayer de voir si notre expérience pouvait fonctionner. C'était une expérience là-bas qui était vraiment, pas aussi, on va dire rigoureuse que la nôtre, parce que finalement, c'était une expérience test. Donc ils ont eu beaucoup moins de personnes et ils se sont rendus compte, en fait, qu'une grosse difficulté, c'était de recruter suffisamment de cuisiniers. Donc, il fallait recruter pour nous, 2 fois 30 cuisiniers, à Liège, ils ont eu du mal à en recruter 10. Donc, du coup, on a dû, redoubler d'efforts, donc stimuler les collègues du tutorat rennais, donc qui étaient toujours très, très motivés et puis là, on a invité aussi, nos proches, les gens qu'on connaissait, pour, faire en sorte, qu'ils puissent participer à l'étude et qu'ils puissent, bah, du coup, augmenter le nombre de sujets puisqu'on avait vraiment besoin de sujets et là, on tient à vous remercier tous parce que l'étude a été un vrai succès. On a réussi en fait, à recruter, 2 fois, 30 sujets, donc on a eu vraiment, 60 cuisiniers qui nous ont préparé les meringues et là, je vous ai mis une photo, hein, pour se souvenir de la table qu'on avait au champ libre, pour laquelle on a vendu, les meringues en fait, donc on a vraiment, réussi à avoir le nombre de meringues nécessaires. Donc ça, c'est vraiment très, très bien pour la validité et la qualité de notre étude. Donc on est très content et on vous remercie beaucoup et donc vous avez vu, on avait préparé des boîtes, hein, en fait et chaque personne qui cuisinait avait une petite boîte avec dedans la fameuse enveloppe qui contenait le code de randomisation. Le code de randomisation que Constant, bah, je lui ai fourni là juste avant, vous avez vu pour ceux qui étaient déjà présents dès le début et qui finalement, va permettre à Constant de faire l'analyse. Donc au champ libre, tout s'est bien passé. Voilà, moyennant, quelques petites, on va dire, erreurs, je crois qu'il y a eu, 3 meringues, qui ont été posées, au mauvais endroit sur la table. Donc il y a eu 3 meringues sur les près de 900 meringues qu'on avait qui ont été perdues. Je crois qu'il y en avait un petit peu moins de 900, mais bref, 3 meringues sur tout ça de problématiques, c'est vraiment très peu. Donc finalement, tout a été bien posé sur la table et là, vous voyez, sur la gauche, les juges.
qui ont leurs petits crayons, qui sont en train de noter toutes les meringues, donc ils sont en train finalement de fournir les données qui vont servir à faire l'analyse tout à l'heure. Et puis ensuite, on a fait la vente. Donc là, vous voyez en bas à droite, la vente, des meringues et donc les gens du public venaient choisir leurs meringues. Donc on va aussi comparer en fait tout à l'heure, la vitesse de vente des meringues pour savoir si les meringues se sont vendues plus dans un groupe que dans l'autre. Donc voilà en quelque sorte, bah, du coup, la réalisation de l'expérience qui s'est très bien passée. On a collecté les données, elles sont maintenant dans nos bases de données et je vais passer la main à Constant qui va, si j'espère que j'ai été assez lent, dans la présentation, de l'étude, pour lui laisser le temps en fait de, faire en sorte que l'analyse puisse être faite. Donc je lui passe la main, il va partager son écran et normalement on démarre l'analyse. Moi pendant ce temps, je vais, prendre les informations qu'il va donner durant comment dire, l'analyse et en fait, je vais, remplir mes diapositives pour, vous faire l'interprétation ensuite. Alors, normalement, vous devriez bien voir mon écran. Donc, c'est le logiciel de statistique qu'on utilise, qui s'appelle RStudio. Et donc, sur ce logiciel de statistique, j'ai le plan d'analyse statistique, qui est, en fait, entrecoupé de petites parties grises qui correspondent, en fait, aux zones de codage, donc les zones qui ont été, que j'utilise, en fait, pour, faire marcher le logiciel et faire, mon analyse statistique. Donc dans un premier temps, dans le plan d'analyse statistique, en fait, on a un petit rappel du protocole avec les objectifs que Florent vous a présenté juste avant, les critères de jugement, primaire, secondaire, le design de l'étude, ainsi que la population décrite et le data management. Parce que comme Florent l'a dit, en fait, on a fait la saisie des données. Enfin, les juges ont d'abord saisi les données sur des feuilles. Et en fait, ces feuilles, elles ont été ensuite saisies par deux personnes pour, éviter toute erreur en fait de saisie lors de la mise, des données sur Excel. Dans un premier temps, en fait, on a récolté à chaque fois quelques informations sur, les personnes quand elles venaient, nous voir, pour récupérer leurs ingrédients afin de voir si, les populations étaient à peu près identiques dans chaque groupe. Donc, on a récolté différentes informations. Tout d'abord, le type de batteur qui était utilisé. On peut voir que, globalement, il y avait à peu près le même nombre de batteurs électriques dans chaque groupe. On a 21 sur le groupe amélioré, vs 24 dans le groupe classique. Food Processor, c'est les gens qui avaient des batteurs, des robots batteurs. Et on a une personne qui est mise dans autre parce que elle n'avait malheureusement pas de batteur électrique. Et donc même si elle était en dehors de nos critères d'inclusion qui étaient à la base d'avoir les ustensiles de cuisine nécessaires, elle a quand même été inclue et elle a fait les meringues, donc elle a monté les plats en neige à partir d'un fouet manuel, donc de manière classique. Là, on a ensuite les types de fours. Donc, on voit qu'il y a 25 personnes dans le groupe amélioré et 26 dans le groupe classique qui avaient un four encastrable, un four de cuisine classique. On a 4 et 5 personnes qui avaient des mini-fours, des fours étudiants. Entre les deux groupes, on a également demandé quel niveau de cuisine ils estimaient avoir. On peut voir que il y en avait 20 qui pensaient, enfin, il y avait à peu près 70% dans chaque groupe qui pensaient avoir un niveau de cuisine confirmé et 30 un niveau de cuisine débutant. Étant donné on leur proposait 3 niveaux de cuisine possibles qui étaient débutants, confirmés et professionnels. Et donc là, on retrouve le médiane de l'âge, donc on retrouve, globalement une médiane dans les 2 groupes, à 24 ans environ. Ensuite, c'est les critères d'inclusion qui étaient vérifiés. Donc dans les critères d'inclusion, le premier critère d'inclusion, c'était le fait de savoir faire un gâteau au chocolat. Donc tous nos participants savaient faire un gâteau au chocolat. Le deuxième critère d'inclusion, c'était le fait d'avoir les ustensiles de cuisine nécessaires. Donc en effet, il y en avait une personne qui n'avait pas de batteur électrique, donc qui ne remplissait pas ce critère d'inclusion, mais qui a quand même été inclus et qui a été traité quand même dans l'analyse statistique, même si elle n'aurait pas dû être inclus initialement. Et les deux autres critères de jugement, c'était le fait d'être inclus dans l'organisation de l'étude et le fait d'avoir brûlé des pâtes dans le mois dernier, donc il fallait pas avoir brûlé de pâtes dans le mois dernier pour avoir des gens qui avaient un niveau de cuisine minimum. Donc la deuxième étape, ça va être le data management maintenant. Donc, du coup, comme je vous le disais juste avant, on a saisi les données, par 2 personnes ont saisi les données et donc le but de ce code-là va être de vérifier qu'il n'y a pas de différence entre les 2 groupes, entre les 2 bases de données saisies.
Donc là, c'est, ce qui me vous ressort, ça va être les légères différences qu'il y a pu y avoir. Donc parce que forcément, quand faut se dire qu'on a saisi tous les 2 à chaque fois donc 900 valeurs, vu qu'il y avait 900 meringues fois 3 fois 2 vu qu'il y avait 2 juges à chaque fois qui jugeaient chaque meringue, donc c'est possible et c'est assez évident qu'il y avait des petites erreurs qui pouvaient se glisser dedans. Mais l'intérêt de cette vérification, c'est justement de les écarter et donc à chaque fois qu'il y avait une erreur, j'allais bien vérifier dans la feuille initiale qu'il n'y ait pour corriger ou pour corriger l'erreur éventuelle. Donc à partir de ça, j'ai pu créer, ma base de données et ma base de données finale et obtenir tous nos résultats prêts à être analysés. Dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est de voir si, entre les 2 juges, parce qu'à chaque fois, chaque meringue était notée par 2 jurys différents, donc voir si les 2 juges mettaient une note qui était approximativement, la même, pour voir s'il y avait une forte corrélation et si le fait d'avoir 2 juges était problématique ou non, ou si on pouvait juste faire une moyenne entre les 2 valeurs des juges pour, obtenir le résultat final de la meringue. Donc on a fait ce qu'on appelle un test de corrélation de Pearson et donc quand la valeur de ce test est proche de 1, ça veut dire qu'il y a une très forte corrélation. Quand elle est à 0, c'est qu'il y a une faible corrélation. Là, on peut voir une corrélation de 0,67, 0,70 pour l'aspect général, en fonction du jury. Donc, on avait une corrélation qui était tout à fait correcte et donc on a pu faire la moyenne de les 2 jurys pour obtenir la note de chaque meringue. Hop. Ensuite, on a décrit nos populations, donc pour voir comment schématiquement elles étaient distribuées. Donc, on peut voir que là, en abscisse, on retrouve les notes sur l'aspect général. Et en ordonnée, on retrouve les comptes à chaque fois. Donc on peut voir qu'on a une distribution qui est presque normale, donc presque en cloche, avec un 1 qui est un peu étrange, mais qui ne posera pas de problème dans la suite de notre analyse statistique, puisque notre modèle n'était pas dépendant de ça. Et enfin, la partie la plus attendue, ce qu'on veut voir, c'est savoir s'il y a une vraie différence entre nos deux groupes avec l'analyse statistique. Et le résultat va être juste là. Attention. Hop. Eh bien, pour le premier critère de jugement, donc l'aspect général, on peut voir que le groupe amélioré a une moyenne de 4,9 et le groupe classique une moyenne de 4,8. Et donc, pour différencier et savoir s'il y a une vraie différence statistiquement significative et que ce n'est pas juste dû au hasard, on la compare avec un modèle statistique. Et ça nous sort ce qu'on appelle la p-value qui doit être inférieure à 0,05 pour être statistiquement significative, sauf que là, on est à 0,8. Donc la conclusion, c'est que sur notre critère de jugement principal, l'aspect général, on n'a pas mis en évidence de différences statistiquement significatives. Pour la couleur, on voit que le groupe amélioré a une moyenne de 6,11 et le groupe classique de 5,8. Et donc là, pareil, on n'arrive pas à mettre en évidence de différence. Et enfin, pour terminer, pour la taille, on a une moyenne dans le groupe amélioré de 4,95 et dans le groupe classique de 4,78. Et malheureusement, on n'a pas non plus de différence statistiquement significative. Donc voilà les gros résultats de notre analyse pour les critères de jugement principal. Donc, étant donné qu'on a été dans une étude dite en cluster, du fait des 15 meringues qui a été réalisé par chaque pâtissier, on doit analyser ce qu'on appelle la corrélation intra-cluster pour voir si le fait que tous les meringues dans un même cluster se ressemblent. Et c'est effectivement le cas, donc c'est pris en compte après dans la suite de nos modèles. Et donc on voit qu'on a une corrélation intra-cluster de 0,77, donc c'est pour l'aspect général, 0,67 pour la couleur et 0,75 pour la taille. Donc on a une très forte corrélation entre nos clusters, ce qui était attendu et ce qu'on avait déjà pris en compte grâce à notre étude préliminaire pour notre calcul du nombre de sujets nécessaires. Maintenant, je vais vous montrer la distribution de nos meringues sur une représentation graphique qui est dite en forest plot. Une forest plot des stars nouvelles en meringue. Juste le temps que le logiciel finisse de tout faire tourner. Et je vais vous l'afficher en grand.
Tac. Donc voilà, là sur la représentation graphique, on voit les 2 groupes, le groupe contrôle qui est en haut et le groupe, avec la recette améliorée qui est en bas. Et donc à chaque fois, chaque point représente, la moyenne obtenue dans par chaque, pâtissier. Et donc là, on a le numéro de randomisation de chaque pâtissier et on peut voir que, globalement, les moyennes entre les 2 groupes et sur l'aspect général, donc notre critère de jugement principal, elle est identique, il y a pas de différence, donc voilà. Ensuite, maintenant pour l'analyse du goût, donc là, du fait qu'on n'avait pas demandé à nos jurys de goûter toutes les meringues, ils en ont goûté une par, cluster. On a une analyse statistique qui est beaucoup plus simple avec juste une comparaison entre les 2 moyennes et cette fois-ci, on peut voir que c'est toujours pas significatif avec une p-value à 0,30 et donc dans le groupe classique, on a même une moyenne qui est a priori un peu meilleure avec 5,05 contre 4,50 dans le groupe amélioré, mais cette différence est dite, non significative. Enfin, on arrive sur la partie de l'analyse de survie, donc le temps de survie de nos meringues sur la table. Voilà, une première étape de data management pendant laquelle, en fait, je crée les événements et pour faire vraiment la différence et cetera et donc s'assurer que les données sont bien en place pour les modèles statistiques ensuite. Et donc, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est ce qu'on appelle une courbe de Kaplan-Meier, donc qui va évaluer, vous en avez sûrement vu pendant la Covid. Et donc, cette courbe de Kaplan-Meier, en fait, elle évalue pendant le temps l'évolution des survies des patients. Donc là, de nos meringues sur la table, on peut voir que les courbes se chevauchent un petit peu à certains endroits. Donc, a priori, il n'y a pas vraiment de différence entre nos deux groupes, même si on peut penser qu'il y a un peu plus de meringues dans le groupe classique qui ont été vendus, VS le groupe amélioré. Et donc pour ça, après, on analyse, voir si c'est statistiquement significatif par un modèle de Cox, qui est appelé un modèle de Cox. Et là, on peut voir que notre p-value, elle est à 0,38, et donc on n'a pas de différence entre nos deux groupes à nouveau. On a fait ce qu'on appelle aussi des analyses de sensibilité, parce que lors de la vente des meringues, à chaque fois, on notait donc la case de la meringue qui était vendue. Sauf qu'il y avait 3 meringues, non, il y avait une dizaine de meringues qui avaient été vendues 2 fois, donc pour laquelle il y avait une petite erreur. Et donc notre choix méthodo, ça a été d'utiliser l'heure de vente la plus tardive, qu'on a inclus dans le modèle que je viens de vous présenter, mais on a quand même fait les 2 autres possibilités, donc soit en supprimant les meringues qui avaient été vendues 2 fois, soit en gardant l'heure la plus tôt. Et voilà les résultats. Donc ça, c'est en supprimant les 2 meringues. Tac. On peut voir que les courbes se ressemblent beaucoup et que ça ne change pas grand-chose et qu'on a toujours un résultat non significatif. Et cette fois, en gardant l'heure la première vente de meringues, eh bien, on a toujours la même chose avec un résultat qui est non significatif également. Donc, par rapport à notre protocole initial, on a aussi déclaré ce qui avait été changé par rapport à notre protocole, puisqu'on a eu des légers changements. Initialement, dans notre protocole, en fait, il était planifié que le gold standard devait être une fournée de meringues qui allait être réalisée par le pâtissier. Sauf que malheureusement, dû à la période dans laquelle a été réalisée notre expérience, eh bien, il n'avait pas le temps, puisque c'était la période de galette des rois. Et donc, il n'a pas pu venir lors de l'événement et il n'a pas pu réaliser cette fournée Gold Standard. Et donc, le Gold Standard a été remplacé en fait par la photo qui était donnée aux étudiants et aux pâtissiers pour réaliser les meringues. Donc, le jury avait la photo que les étudiants ont eue comme Gold Standard. Et donc, maintenant, c'est l'heure de déterminer qui est le gagnant. Donc, à la troisième place, avec une moyenne de 7,3, on a la personne qui a été randomisée avec le numéro 30, et donc qui était dans le groupe amélioré. Pour la deuxième place, on a la personne avec une moyenne de 7,73, encore dans le groupe amélioré, et donc ça, c'était l'identifiant numéro 11, donc le numéro de randomisation numéro 11. Et pour finir, le grand gagnant avec le numéro 23, avec une moyenne de 7,96, et également, qui a eu également le traitement amélioré. Voilà, donc bah, bravo, bravo franchement et puis merci encore du coup, pour, d'avoir participé
Donc, bah, vous l'aurez compris, ce soir, nous, on est dégoûtés. Non, c'est pas grave, hein, comme je disais, c'est pas parce qu'on n'a pas réussi à avoir de résultats positifs, que, que c'est grave en fait, justement, c'est bien d'avoir des résultats négatifs et de dire, bah, qu'en fait, notre intervention, la guideline de reporting, l'utilisation d'une guideline pour optimiser, les recettes en fait, était pas forcément, suffisante en fait. Améliorer la reproductibilité des méthodes en fait en utilisant, bah, cette guideline n'a pas permis, en tout cas, d'augmenter la reproductibilité des résultats. Il y avait absolument aucune différence entre les groupes en termes de résultats. C'est beau, bah, ça n'a pas marché, c'est pas plus beau. C'est bon, c'est pas plus bon. Est-ce que ça augmente la reproductibilité des conclusions? C'est-à-dire que les gens vont plutôt acheter celles qui ont été faites avec la guideline de reporting? La réponse est non, ça n'a pas marché. Donc bref, il y a rien qui marche. Voilà, alors les forces, c'est qu'on peut dire qu'en tout cas dans le contexte de notre étude, notre intervention, elle n'a pas permis d'amélioration par rapport à l'absence d'intervention. Hem, c'est ce qui est bien, c'est qu'on a fait ça de manière à peu près sérieuse et que finalement, on arrive à des conclusions qui sont assez robustes. C'est-à-dire que notre intervention avec ses limites n'a pas permis d'améliorer les choses et c'est ce qu'on fait en fait quand on évalue des médicaments. Parfois, en fait, on pense qu'on va améliorer les choses avec un traitement et puis on se rend compte que non, parce que, l'amélioration que certains avaient observée en l'utilisant comme ça, par-ci par-là, en fait, était plutôt liée à l'amélioration spontanée des maladies et cetera. Donc il faut, toujours avoir un contrôle et un contrôle bien fait pour s'en rendre compte et pour ça, il faut aussi respecter la démarche hypothético-déductive, ce qu'on a essayé de faire, tout au long de notre expérience et on a essayé de faire aussi pour vous l'expliquer au public et cetera. Une force, c'est qu'on est assez transparent, donc vous voyez, tout était partagé, sur, le site. C'est de la science ouverte et d'ailleurs, si ce soir vous êtes là, bah, ça nous fait très plaisir parce que c'est aussi ça la science ouverte, c'est de partager avec, le plus grand nombre. Donc ce soir, le plus grand nombre, c'est 16 personnes. Hem, on a eu un tirage au sort, donc qui assure la comparabilité des groupes, hein. Vous avez vu, il y avait pas forcément, plus de raisons qu'il y en ait un dans un groupe que dans l'autre, qui est un batteur donné, qui est un four donné. Tout ça, ça a été réparti au hasard. C'est pour ça qu'au début, on fait cette table 1, café constant pour comparer les groupes et vérifier qu'entre les groupes, il y a pas trop de différence. Après, vous voyez qu'il y a une grande variabilité entre les cuisiniers, hein, puisqu'on a des notes qui vont carrément de 1 à quasiment 8. Donc il y a beaucoup, beaucoup de variabilité. Donc il y a des cuisiniers qui ont finalement des réussites plus grandes que d'autres en faisant les meringues. Et on a aussi une grande corrélation au sein d'un cuisinier. C'est-à-dire qu'un cuisinier qui va faire des meringues, elles vont à peu près toutes se ressembler. Donc ça, c'est important de voir ça. C'est qu'au sein de cette grande variabilité, en tout cas, notre intervention, elle n'est pas assez, on va dire, comment dire? Elle n'est pas assez efficace pour qu'on soit en mesure aujourd'hui de mettre facilement en évidence, un effet. Donc elle a peut-être un effet, mais peut-être que cet effet est tout petit, minime, voire négligeable. En tout cas, nous, on n'a pas réussi à le mettre en évidence. Voilà, donc maintenant, on a des résultats négatifs, on va devoir faire avec et on va devoir quand même écrire notre article. Donc écrire notre article, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre notre petit ordinateur, qu'on va commencer donc là déjà vous avez vu, j'ai commencé déjà à mettre le titre. Maintenant on va écrire tout le reste et on va essayer de le soumettre dans un journal, scientifique pour que cet article soit connu. Alors le journal scientifique, bah, ce sera, sans doute, un journal qui s'appelle le BMJ, un journal médical qui pour son numéro de Noël, en fait, fait des articles qui font, sourire et réfléchir et j'espère que, bah, c'est ce qu'on a réussi à faire, avec vous. Donc on va communiquer nos résultats, les publier parce que ça, c'est super important que les gens soient au courant de ce qu'on ait fait. Mais au-delà, nous, on va s'en servir en fait pour avancer parce que l'étude qui va venir derrière, c'est une étude qui vise à améliorer les pratiques, scientifiques et la reproductivité des résultats scientifiques. Cette fois-ci, pas des meringues, mais vraiment des résultats de vrais scientifiques et on va la mettre en œuvre dans le cadre de notre projet européen. Voilà, donc on est très heureux de vous avoir présenté ça ce soir. J'espère que vous avez des questions puisqu'on sera content d'en discuter avec vous. Bah, en tout cas, merci à tous d'être venus, ce soir. Et puis merci encore d'avoir participé à l'expérience. Bon, on a des résultats négatifs, c'est vrai, mais c'est pas une raison pour baisser les bras, hein. C'est des résultats négatifs. C'est ça aussi qui fait avancer la science. Donc comme je vous disais, il est très important de communiquer aussi sur les résultats négatifs et c'est ce qu'on va s'atteler à faire